All rise. Vous levez. Please be seated. Veuillez prendre place. Mr. Tiger, please. Le président, vous pouvez poursuivre, Monsieur Tiger. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Avant la pause, je parlais de la mise en place d'une situation de fait et nous avions interrompu l'audience lorsque nous parlions de la satisfaction de M. Mladic lorsqu'il présentait les résultats militaires et parlait de la situation aux négociateurs. Après avoir, dès lors, fait de la situation de fait une partie essentielle de leur stratégie de création d'un État et de définition de son territoire, les dirigeants serbes de Bosnie ne voulaient plus y renoncer. Donc, maintenir l'homogénéité des régions restait un objectif essentiel. Si bien que Jovanovic, ou comme Jovanovic l'avait demandé, ce qui avait été gagné ne serait pas plus perdu. Rappelez-vous que les dirigeants serbes de Bosnie avaient déclaré à Arland qu'ils avaient fait la pression sur le gouvernement de la Bosnie pour accepter le nettoyage ethnique et la nouvelle répartition des populations. Okun a également reconnu que les Serbes de Bosnie cherchaient à bétonner le nettoyage et pas revenir sur ce qui avait été fait. Toute la revendication, par exemple, de la Drina, donc la rive gauche de la Drina, était basée sur le nettoyage ethnique. Ils le savaient, nous le savions. P3103, CR 4192. Il a également rappelé leur demande, la demande des dirigeants serbes de Bosnie, à accommoder les réalités ethniques. Okun a expliqué que c'était une référence au nettoyage ethnique qui était très claire et peu subtile. P3103, CR 4215 jusqu'à 16. Un stratagème évident pour bétonner le nettoyage ethnique était la demande de référendum au cours desquels les habitants des territoires voteraient sur l'entité à laquelle ils souhaitaient être rattachés. Comme Okun l'a expliqué, organiser un référendum dans des zones qui ont fait l'objet d'un nettoyage ethnique semble une formule très avantageuse pour l'auteur de ce nettoyage. Fin de citation. P3103 et CR 4245. Karadzic a informé sans ambiguïté ses fonctionnaires du fait que les négociateurs serbes de Bosnie insisteraient pour dire que la répartition du territoire dans un processus de paix serait régie par la situation de fait. Donc ce qu'aurait obtenu la VRS. Ils expliquaient par exemple que si un jour Zvornik était à 60-40 à l'avantage des musulmans, comme il le disait, nous revendiquons Zvornik sur la base du droit découlant d'une nouvelle réalité. Cette guerre a créé la nouvelle réalité. Il y a là-bas à présent des Serbes de Zenica. Si vous voulez donner Zvornik aux musulmans, alors vous devez mener une nouvelle guerre pour renvoyer ces Serbes à Zenica. Nous revendiquons Zvornik au titre de ce droit. Fin de citation. P 7357, page 5. Et je demande que l'on montre la présentation, s'il vous plaît. En plus, les dirigeants serbes de Bosnie ont clairement fait savoir qu'ils ne permettraient pas que le résultat du nettoyage ethnique soit remis en cause par un droit de retour. Donc, lorsqu'un représentant s'appelait auprès de Karadzic qu'un accord de paix aurait pour conséquence que chacun puisse regagner son territoire. Et Karadzic lui a assuré que les Serbes de Bosnie contrôleraient leurs frontières et installeraient du fil barbelé pendant 10 ans.
P2508, pages 22 et 23. Et c'était indépendamment des promesses qui seraient faites à la communauté internationale. Donc, lorsque le club des adjoints s'est réuni, le président a insisté que même pas 500 musulmans seraient autorisés à revenir. Karadzic a reconnu que ce que M. Maksimovic a dit est exact, mais il a expliqué qu'en vertu du droit international, il ne serait pas autorisé à interdire le retour. C'est la raison pour laquelle Karadzic a déclaré qu'il avait insisté pour un processus à deux sens. P3076, page 38. Cela signifiait que les musulmans de Kozluk pouvaient retourner à Kozluk si les Serbes de Kozluk se retournaient quant à eux à Zenica. Et les Serbes de Zvornik n'avaient nullement l'intention de bouger. Comme Karadzic l'a expliqué, citation, nous pouvons agir à la serbe, à la cyrillique, et le leur dire en face, ou être un petit peu plus rusé. En fait, nous devons être quelque peu rusés. Fin de citation. P0484, page 8. Monsieur Tiger, dit le président, je vous demanderai de ralentir car vos propos ne sont pas consignés correctement, compte rendu. Et nous voudrions pouvoir le lire par la suite. Monsieur Tiger, d'accord. Les dirigeants serbes de Bosnie ont également créé un programme démographique pour installer des réfugiés dans les régions visées par les objectifs stratégiques pour garantir le déplacement forcé des non-serbes, voir paragraphe 475 à 477 du mémoire de l'accusation. L'objectif de ce programme est bien illustré par l'exemple du coprésident Radislav Berjanin, un homme attaché au territoire homogène. Berjanin a un jour défendu une loi sur le logement à laquelle il était reproché de favoriser le retour des musulmans en disant « Messieurs, vous n'arriverez pas à me faire croire à cet incroyable miracle qui verrait Berjanin participer à un processus de retour des Croates et des musulmans. » Fin de citation. P6742, page 11. Ici encore, si vous examinez bien les affirmations de la défense, à savoir ici l'affirmation selon laquelle les réfugiés expulsés étaient, je cite, libres de retourner, paragraphe 459 du mémoire de la défense, et les moyens de preuve démontrent non seulement que l'affirmation est fausse, mais en plus qu'il existait vraiment cet objectif commun. Comme nous l'avons déjà examiné, les tentatives de la défense de présenter... La défense cherche à présenter le général Mladic comme le protecteur des musulmans et des Croates. Ce faisant, elle se fonde à plusieurs reprises sur les remarques délirantes de Mladic lors de la session de l'Assemblée, au cours de laquelle il a été officiellement nommé chef de l'état-major principal. Ils disent que cela reflète sa bienveillance, paragraphe 559, 115, 568, 788, etc. Il est surprenant qu'on utilise ce site pour démontrer la prétendue bienveillance de Mladic vis-à-vis des non-serbes, si l'on tient compte de ses critiques. Le fait qu'il veuille cracher sur Sarajevo avec des mortiers, qu'il demande à ce qu'il y ait davantage de mortiers, cette affirmation c'est laquelle il rendrait Sarajevo encore plus qu'inutile, et son intention de détruire ses infrastructures et ses services d'approvisionnement, tout en faisant reporter la responsabilité aux musulmans. Paragraphe 617 à 623. De surcroît, si l'on examine les citations de la défense dans leur contexte et à la lumière de tous nos moyens de preuve, la 16e session, même le
discours de Mladic corrobore l'objectif commun. Encore davantage, le 12 mai 1992, date de la session, les Serbes forces de Bosnie avaient pris le contrôle de la quasi-totalité des municipalités revendiquées. Si les non-serbes avaient été expulsés dans certaines régions, le gros du nettoyage nécessaire pour homogénéiser ces territoires n'avait pas encore eu lieu. Lors de cette période, alors que les saisies avaient lieu et avant la session du général Mladic, le docteur Karadzic et les dirigeants bosno-serbes ont redoublé d'efforts, des efforts qui avaient commencé au cours des mois qui avaient précédé pour créer une armée serbe en Bosnie. En particulier, Karadzic cherchait la personne adéquate pour réaliser les objectifs bosno-serbes. Et ce n'est guère étonné, ils ont suivi la situation en Croatie où les forces serbes, et en particulier la GNA, avaient déplacé des Croates de zones revendiquées par les Serbes pour créer un État serbe. Paragraphe 204 à 208, un effort soutenu par les dirigeants bosno-serbes. P2668 et P2671. Karadzic considérait la RSK comme un exemple, et il a utilisé l'exemple en parlant d'une autoroute vers l'enfer et la souffrance lorsqu'il a signalé au Parlement de Bosnie qu'une initiative d'indépendance conduirait à l'éventuelle extinction des musulmans. Comme indiqué au paragraphe 204-208 de notre mémoire, le général Mladic était un personnage clé de cette route vers l'enfer. En arrivant en Croatie, il a modifié le rôle de la GNA qui était un tampon entre les deux parties et en a fait une armée qui a pris le parti des Serbes, P7638. Dans cette nouvelle situation, Mladic a mené des attaques contre des villes et des villages tels que Kijevo, Dernis, Šibenik, Sinj, Skrabienia et a promu les objectifs territoriaux de Serbes par la destruction des villes, les meurtres et l'expulsion des habitants. Il a utilisé des attaques comme menace pour les autres, en disant par exemple à un interlocuteur que Kijevo serait un jardin de fleurs comparé à ce que vous connaîtrez si vous vous en prenez à moi. La manière dont il devait réaliser ses objectifs, ou dont il concevait ses objectifs, peut être résumée par ces commentaires. Rien ne sortira de la Dalmatie, sinon des enfants de moins de 10 ans, s'il continue comme cela. Tout ce qui est plus âgé que 10 ans et plus jeune que 75 ans sera condamné à Šibenik et il n'y aura plus une seule maison debout, à moins qu'il finisse le travail comme on l'a fait à Sinj. P 1959 et 7052, page 8. Karadzic avait entendu parler de Mladic et s'est intéressé à lui. P 0483, page 324. Lui et Krajnik se sont rendus au bureau du général Kukanac et ont entendu Mladic donner des ordres et commander près de Koprivnica. Après cela, comme il a dit à l'Assemblée, « Messieurs, nous avons les officiers que nous avons demandés. J'ai demandé Mladic. » P 4583, page 324. Le général Mladic, décrit par Karadzic comme étant le combattant glorieux de la Krajina. Fin de citation. P 2001, page 118. Comme examine le paragraphe 20 du mémoire de l'accusation, le 30 avril 1992, lors d'une réunion en compagnie de Milosevic et d'autres dirigeants serbes et de la Yougoslavie, les Serbes de Bosnie se sont dotés de leur miniature
en ce compris l'accord selon lequel Mladic deviendrait commandant de la future armée serbe de Bosnie. Quelques jours plus tard, Mladic rencontrait les dirigeants bosno-serbes pour formuler les objectifs stratégiques qui orienteraient cette armée naissante. Mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 209. Quelques jours plus tard, lors de la 16e session, Karadzic a fait rapport sur les conditions politiques et la guerre, et ce faisant, il a énoncé les 6 objectifs stratégiques. La réalisation de ces 6 objectifs terminerait la lutte pour la liberté du peuple serbe. Fin de citation, P0431, page 10. Après son discours, plusieurs dirigeants ont pris la parole et certains ont indiqué que les zones géographiques non couvertes par les objectifs, par exemple Tuzla et Bihac, devraient également être couvertes. Berjanin a par exemple regretté qu'un colonel musulman enseignait l'éducation politique au corps de Banja Luka. Comment est-il possible qu'un musulman fasse encore de l'éducation ou de la formation politique au corps de Banja Luka? P431, page 35. Et même si l'intervention de M. Mladic n'était pas prévue à l'ordre du jour, il a demandé la parole après avoir entendu ses remarques. Et il a communiqué ce que l'on attend de l'homme qui avait été choisi sur la base de ses faits d'armes en Croatie pour favoriser la mise en œuvre militaire de ses objectifs. Je sais ce que je fais. Respectons les objectifs que les autres dirigeants et moi-même avons énoncés et ne nous rendons pas des choses difficiles en faisant trop ou en révélant notre plan secret. Mladic a cité ses expériences en Croatie pour faire valoir son savoir-faire et ses réflexions sur ce qu'il y avait lieu de faire. Mladic a déclaré « Nos objectifs, nous les avons réalisés, mais il faut être réaliste. Même avec une armée comme les Chinois, je ne sais pas si nous pourrons les réaliser. » Et il a expliqué les gens ne sont pas des clés dans une poche que l'on peut déplacer. C'est quelque chose qui est facile à dire, mais difficile à faire. P431, 32 à 34. Et il a rappelé l'Assemblée que la chose que nous faisons doit être entourée du secret le plus strict et que les représentants doivent présenter les objectifs d'une manière qui puisse apaiser la communauté internationale tout en permettant que notre peuple puisse lire entre les lignes. Page 34 du P431, de la pièce P431. Il a également reproché à Berjanin ses critiques du musulman qui enseignait au corps de Banja Luka. Il a répondu qu'il valait mieux avoir Asotic, qui avait servi en Croatie et qui sait mieux comment me neutraliser. Il était mieux d'avoir avec eux que contre eux. Donc on ne peut pas avoir une sorte de tamis, on ne peut pas se débarrasser de tout le monde. C'est la même chose que ce qu'il avait dit sur l'apaisement de la communauté internationale. Comment est-ce que Karadzic expliquerait cela? Ça, c'est à la page 35. De même, il a évoqué sa visite récente à Kalinovic, où des villageois musulmans terrorisés, il a utilisé les mots de frayeur, pouvoir, prière à aucun dieu. Donc, sa récente visite au cours de laquelle ces villageois l'ont rencontré dans une scène qui lui a remis en mémoire, comme le ministre de l'Information Ostojic, qui était avec lui, l'a déclaré, un rapport de maître à serviteur.
Ces musulmans écrasés, serviles de la ville d'origine, de sa ville d'origine, majoritairement peuplée de Serbes, lui ont remis en mémoire un autre exemple de musulmans qu'il ne fallait pas expulser ou noyer. Voilà dans quel contexte se situent les remarques de Mladic. Et puis, il a aussi supervisé, avant la fin du mois, le début de la mise en œuvre brutale par la VRS des objectifs stratégiques dans les villages musulmans et croates, ainsi que les villes et communautés musulmanes et croates. En tant qu'expert historique, Kovic a reconnu qu'il convenait d'examiner ce qui s'était passé sur le terrain avant de déterminer ce qu'un tel ou un autre avait l'intention de faire. CR 42007. La défense, toutefois, cherche à prendre ses distances par rapport, cherche à créer une certaine distance entre Mladic et les objectifs stratégiques en les présentant d'une façon assez neutre. Elle déclare d'abord que les objectifs stratégiques n'avaient rien à faire avec un plan commun visant à chasser par la force les musulmans, et argue du fait que l'accusation ignore que Karadzic a défini le premier objectif en tant que création d'États séparés. Ce que la défense ne dit pas, c'est qu'après avoir parlé d'État, Karadzic a immédiatement continué en établissant clairement qu'il s'agissait de peuples. Je cite, « séparation par rapport à ceux qui sont nos ennemis et qui ont utilisé toutes les occasions, en particulier au cours du siècle actuel, pour nous attaquer et qui continueront ces pratiques si nous continuons à être ensemble au sein du même État. » Fin de citation, P431, page 9. Le général Mladic savait certainement ce qu'il voulait dire. Quelques jours auparavant à peine, le 6 mai, lors d'une de ses rencontres au sujet des objectifs stratégiques, Karadzic avait dit, je cite, « Nous sommes à la veille de réaliser un rêve séculaire, celui de créer notre propre État au sein en l'absence de nos nombreux ennemis de l'intérieur. » Fin de citation. P00352, page 257-258. De même, le général Gvero, qui assistait également à la 16e session de l'Assemblée, CR 16902, a compris que, je cite, « Tout le monde doit vivre dans son territoire, les musulmans en territoire musulman, les Serbes en territoire serbe. » P7394, page 3. La défense déclare également que durant la 16e session de l'Assemblée, il y a eu, je cite, une absence notable de discussion concernant la séparation ou le déplacement des musulmans. Paragraphe 413. Cette affirmation ignore tout simplement des commentaires tels que ceux de Radic par rapport au processus de relocalisation, relogement. P431, page 15, ou les références faites par Milojevic au fait que les frontières avaient un lien avec les objectifs stratégiques et que cela, je cite, implique intrinsèquement le déplacement de contingents entiers de population, page 33, ou la référence aux bonnes nouvelles, entre guillemets, que signifiaient les objectifs stratégiques pour du fait qu'ils impliquaient la relocalisation des musulmans de l'autre côté de la rivière Ouna et le fait qu'ils ne reviendraient pas. P431, page 20. La défense déclare en outre que si le général Mladic a peut-être entendu parler des objectifs stratégiques, il cherche à dire qu'il n'avait pas d'informations à leur sujet. Et les éléments de preuve n'étayent pas cette formulation. En tout cas, pas le fait qu'il en ait parlé ou qu'il l'ait appliqué. Le président, M. Tiger, je vous demanderai encore une fois de ralentir pour la transcription et l'interprétation française. Veuillez procéder, M. Tiger. Je parlais de l'affirmation de la défense, Monsieur le Président, selon laquelle les éléments de preuve n'étayent pas la réalité du fait que le général Mladic aurait formulé ou appliqué les objectifs stratégiques. Déclarer cela, cela signifie ignorer des faits tels que les faits suivants.
Premièrement, le général Mladic a dit expressément à la 16e séance de l'Assemblée, je cite, « J'ai lu, réfléchi pendant longtemps et discuté au sein de mes camarades les plus proches qui étaient convoqués les objectifs stratégiques qui ont une importance réelle. » P 431, page 32. Deuxièmement, que Milovanovic a dit, je cite, « Jusqu'à présent, notre armée a réalisé 4 objectifs stratégiques, à savoir les missions, 3 petits points, fermez les guillemets, et a ajouté ensuite, je cite, et telle est la base à partir de laquelle nous devons nous embarquer dans les négociations. » Fin de citation, P 77-64, page 2. Troisièmement, comme Mladic a dit à l'Assemblée, je cite, « Les missions de l'armée dans cette guerre émanent de 6 objectifs stratégiques connus adoptés par notre Assemblée. » Fermez les guillemets, P 04-583, page 22. Fermez la parenthèse. Ou encore le fait que le rapport d'aptitude au combat déclarait que les objectifs stratégiques servaient de directive en vue de la planification d'opérations réelles et concernaient les combats. P 00338, page 159. Et puis j'ajouterai encore un exemple, à savoir que durant une réunion tenue le 8 novembre 1992, à laquelle participaient Mladic, Karadzic, Krajišnik et des commandants de corps d'armée, l'importance a été mise spécialement sur la Drina et Krajišnik a fait remarquer que l'armée avait réalisé quelques objectifs stratégiques, mais pas tous, en particulier pas l'objectif stratégique numéro 3. Par conséquent, disait-il, la mission la plus importante consistait à procéder au ratissage Tchichtchenie en BCS, qui veut dire le nettoyage de la Drina. Et la directive 4, ordonnant le Tchichtchenie, le nettoyage de la Drina, était émise 2 semaines plus tard. P 00356, page 146-147. Donc encore une fois, Monsieur le Président, Messieurs les juges, on gratte un peu la surface des affirmations de la défense et on obtient, on fait apparaître, correction de l'interprète, l'objectif commun. J'ai déjà longuement évoqué la disparité entre les postulats de la défense et les notes en bas de page à l'appui de ces postulats. La précaution nécessaire lorsqu'on se penche sur ces affirmations concerne également les postulats juridiques. Par exemple, la défense prétend s'attaquer de façon très globale, mais sans aucune information à l'appui, à la notion de responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune, en se fondant sur un mépris complet pour la jurisprudence établie par la Chambre d'appel. Déclarant que Tadić devait se limiter aux affaires les moins importantes, elle laisse de côté les arrêts Krajišnik, paragraphe 659, arrêt Brjanin, paragraphe 422 à 425 et arrêt Djordjevic, paragraphe 40. Contestant le fait que la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune existe en tant que partie intégrante du droit coutumier, elle ignore totalement les confirmations faites dans les arrêts Djordjevic, paragraphe 43-44, quant à la validité de la démarche adoptée par Tadić. De même, l'arrêt Popovic, paragraphe 16-74, et l'arrêt Djordjevic, paragraphe 50 et 52, montrent clairement que les conclusions d'autres tribunaux ne sont pas exécutoires pour le tribunal dont il est question. L'arrêt Šajnović, paragraphe 611, et Kvočka, paragraphe 115 à 119, établissent qu'un plan commun ou un objectif commun peut être déduit de l'observation des faits et n'exige pas que preuve soit apportée d'un accord supplémentaire entre l'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune. Contrairement aux arguments de la défense, arrêt Brjanin, paragraphe 413 à 414, il a été établi qu'un membre de l'entreprise criminelle commune peut être tenu responsable d'actes de commission physique de la part de non-membres de l'entreprise criminelle commune, voir également les arrêts Stanišić-Župljanin, paragraphe 994-996. Et les tentatives de la défense
d'importer de nouveaux critères pour établir la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune 3 ont été rejetés déjà dans les appels Stanišić-Župljanin, paragraphe 963 à 966, ainsi que et la correction de l'interprète et la Chambre d'appel a affirmé à plusieurs reprises les critères établis dans les démarches de l'accusation. Par exemple, arrêt Stanišić, paragraphe 596, 614, arrêt Šajnović, paragraphe 1061, 1557, arrêt Bodjanin, paragraphe 365 et 411. Quant au fait que la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune s'applique à tous les crimes, et notamment aux crimes faisant l'objet d'une intention précise, voire arrêt Župljanin, paragraphe 599 et l'appel interlocutoire le 19 mars 2004, et arrêt Đorđević, paragraphe 919. Donc, ces défauts de qualification juridique sont associés par ailleurs à des travestissements des faits qui concernent le chef d'accusation numéro 11 relatif aux otages. Par exemple, la défense affirme au paragraphe 165 à 166 de son mémoire en clôture que le chef d'accusation numéro 11 comporte un défaut procédural parce que l'article commun 3 établit un certain nombre de critères à respecter par les parties dans le cadre d'un conflit interne et que le conflit en Bosnie-Herzégovine était international en 1995. Contrairement à l'affirmation de la défense, le tribunal a conclu, y compris s'agissant de la question de la prise d'otage, que l'article commun 3 des conventions de Genève s'applique aussi bien à des conflits internationaux qu'à des conflits non internationaux. Et c'est ce que la Chambre de première instance Karadzic a conclu le 28 avril au paragraphe 59 de son jugement, et également la Chambre d'appel dans sa décision Tadic du 2 octobre 1995, voire également le paragraphe 150. Interpréter les protections garanties par l'article commun 3 comme inapplicables à un conflit international est donc une erreur. La défense déclare que le chef d'accusation numéro 11 a un défaut de procédural, qu'il est infondé et contraire au droit établi. Dans le même ordre d'idée, la défense affirme également au paragraphe 33-13 de son mémoire en clôture que même si certains tribunaux ont estimé que les soldats chargés de maintenir la paix bénéficiaient de la protection garantie par l'article commun 3, les détenus des Nations Unies avaient abandonné cette protection en participant activement au conflit. Eh bien, cette affirmation étonnante choisit tout d'abord de ne pas tenir compte du libellé de l'article commun 3 en tant que tel, qui s'applique expressément, je cite, aux personnes ne prenant aucune part aux hostilités et notamment aux membres des forces armées placés hors de combat en raison, entre autres, d'un placement en détention. Cette affirmation étonnante est faite au fi également de la jurisprudence du tribunal qui confirme que la prohibition de la prise d'otage est, je cite, absolue et ne souffre aucune exception, fin de citation, s'appliquant au personnel des Nations Unies, quel qu'ait pu être leur statut avant la mise en détention. Karadzic, jugement, arrêt de la Chambre d'appel, décision au titre de l'article 98 bis, 11 décembre 2012, paragraphe 16. Ces erreurs de qualification juridique par rapport à la question des otages répondent des erreurs de qualification quant au fait de la part de la défense. La défense déclare par exemple qu'aux environs du 28 mai 1995, Mladic a conversé avec Smith dans ce qui est décrit comme une atmosphère calme
et au cours d'une réunion pendant laquelle il n'a menacé personne et n'a proféré aucune menace à l'égard en particulier des détenus, paragraphe 3382. En dehors du fait que pendant cette conversation, Mladic a reconnu qu'une partie de l'intention destructrice de personnes telles que Daljača ou Zeljalia ou Stakic qui ont été déclarées par la Chambre d'appel comme correction de l'interprète. Mladic a reconnu que certains personnels des Nations Unies détenus étaient considérés comme des cibles potentielles pour l'OTAN, P2558. Ceci laisse de côté des éléments de preuve tels que les éléments suivants. La conversation de Mladic avec Smith 2 jours auparavant, pendant laquelle Smith avait déclaré que s'il y avait d'autres frappes aériennes, les observateurs des Nations Unies seraient tués et que le sort des otages était entre les mains de Smith, P7540, page 2, P2557, page 4, P791. Le fait qu'un otage a été menotté et filmé sur le site de radar de Yahorina parce que Mladic souhaitait que les gens des Nations Unies filment à cet endroit, P2554, page 13. Le fait que Milovanovic avait émis un ordre de l'état-major principal adopté par le commandant suprême visant à la répartition de 103 détenus dans différents corps d'armée et à un déploiement dans différents entrepôts au sein de ce corps d'armée dans le but d'empêcher les dirigeants de l'OTAN de mener à bien leurs intentions. Et le fait que le 30 mai 1995, Mladic a ordonné au RSK de mettre un point final au désarmement et à la capture des membres de la force ONU et de leur déploiement dans des installations qui avaient été considérées comme des sites possibles pour des frappes aériennes de l'OTAN. Ça, c'est au paragraphe 3 de la page 7. Alors, il y a encore 2 autres questions juridiques dont j'aimerais parler. La défense affirme également que l'accusation est tenue de prouver que les auteurs physiques étaient les outils de l'entreprise criminelle commune et en possédaient l'intention spécifique qui est le critère nécessaire pour prononcer un génocide, paragraphe 251. L'intention de l'auteur physique, bien entendu, est pertinente dans la mesure où la Chambre de première instance peut conclure que ni Mladic ni aucun autre membre de l'entreprise criminelle commune n'avait le mens rea nécessaire ou une intention génocidaire. C'est ce que l'on trouve dans l'arrêt Krajisnik, paragraphe 226, l'arrêt Brjanin, paragraphe 410, nous reviendrons demain sur l'élément numéro 4. Et enfin, Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'aimerais rapidement évoquer l'argument 73 bis, autre argument qui est réduit à néant lorsqu'on le regarde de plus près. La réduction en vertu de l'article 73 bis en l'espèce concernait les incidents faisant partie du plan tel que reflété dans le premier paragraphe des arguments de l'accusation. Après explication au paragraphe 1, où l'on trouve l'énumération des crimes, il importe de présenter des éléments de preuve et il est noté encore une fois au paragraphe 7 que les crimes planifiés ont été identifiés, que des éléments de preuve seront présentés à leur sujet sans qu'il y ait réduction de l'ampleur de l'affaire. Par la suite, la Chambre de première instance a adopté la proposition, à la demande de l'accusation, de déposer un acte d'accusation amendé conformément à la décision, ce que l'accusation a fait. L'acte d'accusation amendé allait plus loin que les incidents pris en compte au départ, sans surprise. Aucune objection n'a été faite par rapport aux 11 chefs d'accusation de cet acte d'accusation amendé. Par conséquent, l'accusation a présenté des éléments de preuve démontrant de façon persuasive le transfert et la déportation. Aucune objection n'a été faite par rapport à ces éléments de déportation sous la contrainte. Et la chaîne de commandement a été l'un
des éléments pris en compte dans ces 11 chefs d'accusation. Les réductions dues à l'article 73 bis ne doivent donc pas être interprétées autrement qu'une façon raisonnable de s'occuper de l'affaire pendant les quelques années qui suivaient. Monsieur le Président, Monsieur les juges, voilà, je suis arrivé au terme de ma présentation ce matin. Le Président, merci Monsieur Tiger. Monsieur Traldi, vous êtes ici, donc vous avez sans doute entendu mes observations quant à la rapidité du débit que j'ai adressé à Monsieur Tiger. Merci, Monsieur le Président. Alors, dès le lendemain de la 16e séance de l'Assemblée, le général Mladic a dirigé une campagne de nettoyage ethnique qui avait pour but la mise en œuvre de l'objectif criminel commun que M. Tiger vient de décrire. Il s'agissait de mettre en œuvre cette campagne de nettoyage. La VRS ainsi que les autres forces bosno-serbes ont repris un scénario de crime sur tout le territoire de la Republika Srpska et en particulier dans les municipalités reprochées dans l'acte d'accusation. Mladic a utilisé sa position au commandement et au contrôle sur le VRS pour mener sa campagne. Effectivement, la campagne de nettoyage s'est intensifiée dès que la VRS a commencé à fonctionner sous son propre nom le 19 mai 1992. Dans les 15 premiers jours de son existence, la VRS a mené des opérations de nettoyage dans 6 différentes municipalités reprochées dans l'acte d'accusation. Ces opérations comprenaient 8 des 8 massacres qui sont reprochés au général Mladic. Les unités de la VRS et les autres forces bosno-serbes ont mis en place des camps dans lesquels ils ont détenu et maltraité des civils non serbes à Banjaca, à Banja Luka, à Susica, à Vlasenica, à l'école Veliko Vlahovic, à Rogatica, à Omarska, Keraterm et Ternopolje à Prijedor. Mladic a utilisé sa position sur ses subordonnés pour réaliser le nettoyage. Il a expliqué à la 16e Assemblée que ceci serait difficile, mais qu'il y aurait un scénario de crime terrible, une municipalité après l'autre. Ceci a déchiré des familles et des communautés non serbes et a laissé derrière elles des églises catholiques et des mosquées détruites, a détruit des villages croates entiers, les transformant en coquilles vides, ainsi et des fosses communes dans lesquelles s'étaient rassemblées des victimes ont été jetées des victimes alors que ceux qui n'avaient pas encore été tués ont fui, terrorisés dans des camps en attendant le prochain détenu qui sera brutalisé. Je vais tout d'abord parler du commandement du contrôle qu'exerçait Mladic pour mettre en œuvre cet objectif commun. Ensuite, la connaissance qu'il avait de la campagne de nettoyage et le fait qu'il l'a approuvée. Je vais également parler de certains aspects spécifiques dans certaines municipalités. Les éléments de preuve montrent ce que les témoins ont vu et entendu dès le début de la guerre. Mladic exerçait un commandement ferme et sûr sur la VRS et les forces bosno-serbes qui lui étaient subordonnées pendant toute la durée de la campagne. Encore une fois, le général de brigade Wilson, qui était en Bosnie depuis la création de la VRS, a dit dans sa déposition que les opérations de la VRS étaient sophistiquées, bien organisées, nécessitant un bon commandement et un bon contrôle. Et le colonel Tucker a expliqué que rien ne pouvait se passer sur le plan militaire en Republika Srpska sans l'approbation particulière de Mladic. Il est clair que c'est lui qui prenait toutes les décisions militaires qui importaient. Lors de la 16e séance de l'Assemblée, Mladic a clairement indiqué qu'il insistait sur une unicité de commandement. Il a dit aux membres de l'Assemblée, et je cite, « Je sais comment commander une armée. Mais pour pouvoir commander, j'ai besoin d'avoir une armée. Et on ne peut pas avoir 100 maîtres dans une seule maison. L'armée doit disposer d'un commandement unifié. » Il a pris des mesures immédiates pour s'assurer de ce commandement unifié, alors qu'il donnait des ordres à la tête de la 2e région militaire. Et quelques jours après, Elkovic a demandé à Mladic si les hommes
Non, inaudible. Voici la réponse. Était placé sous le commandement de Mladic. Voici la réponse de Mladic. Il s'agissait à Ilija du membre Ukinovic le lendemain, le 13 mai 1992. Précision de l'interprète. Monsieur Traldi, j'ai omis de dire qu'il s'agit de la pièce P403 dont il dispose. It's a portion which has been identified in what we've given them. Thank you. Then let's. C'est un passage identifié dans ce que nous leur avons donné. Alors reprenons dans ce cas, si tout le monde est prêt. Vous, encore une question? Oui? Oui? Vous? Alors, il y a des hommes d'arcane qui sont ici. Oui? U? Ils sont placés sous notre commandement? M? Oui, tous. Ils sont tous en armes et placés sous mon commandement, s'ils restent en vie. À ce stade, Mladic donnait déjà des ordres à cette date, encore officiellement, avec des lettres en tête de la 2e région militaire et le long de la chaîne de commandement P3056 et 3057. Et comme l'a dit Milan Ivanovic dans sa déposition, le corps de la JNA, à ce moment-là, envoyait des rapports de combat au QG de l'état-major principal. Et Mladic, au téléphone, exerçait son commandement, comme vous l'avez entendu, et sur le groupe tactique de Kalinovic. In P1597. P1597. Le 19 mai, le général Gvero a informé les unités subordonnées de la VRS que Mladic était le commandant de la VRS. Et je cite, « Tous les autres éléments importants constitutifs d'une organisation unifiée et de direction et de commandement ont été établis. » P7325, page 2. Donc, l'état-major a conclu qu'effectivement, elle avait un contrôle effectif sur les forces militaires bosno-serbes à partir du 19 mai 1992. La VRS a hérité de ses structures de commandement, notamment de son personnel et de ses membres, et de ses armes de la JNA. Comme nous l'avons dit dans notre mémoire en clôture, au paragraphe 11-13, il s'agit un plan visant à créer une armée bosno-serbe avec des membres de l'entreprise criminelle commune qu'ils ont partagé à partir du mois de décembre 1991 et qui avait été lancé à l'origine par Slobodan Milosevic. Vous verrez sur les 2 prochaines diapositives les notes de Borislav Jovic qui a rencontré Milosevic et réunion au cours de laquelle la décision a été adoptée aux fins de transférer le personnel de la JNA, alors sous la pression internationale, qui avait demandé le retrait de la JNA. Et les dirigeants bosno-serbes ont dit, je suppose, nous allons assumer le commandement sur la partie serbe de la JNA, P3084. Il fallait retirer les soldats qui étaient des citoyens de la RSFY de Bosnie pour que les 90 000 soldats de la JNA restants, essentiellement de nationalité serbe, pouvaient être placés sous le commandement des bosno-serbes. Page 29 à 32. P3084. En raison de ce plan effectué par les membres de l'entreprise criminelle commune, il s'agissait évidemment de réaliser cet objectif commun. La défense fait valoir que la JNA en Bosnie-Herzégovine était mal organisée et une force modératrice et neutre. Les 2 arguments ne peuvent être retenus lors d'un examen détaillé. En fait, lorsque Mladic a pris le commandement de la JNA, la 2e région militaire fonctionnait bien militairement parlant et faisait partie de l'entreprise criminelle commune en Bosnie. Placée sous le contrôle du membre de l'entreprise criminelle commune, Slobodan Milosevic, la JNA travaillait de concert avec les bosno-serbes en vue de mettre
en œuvre l'objectif commun. Nous vous présentons les éléments de preuve à cet effet dans notre mémoire en clôture, paragraphe 17, 23, 193, 546, 547, et confère la déposition du témoin Keletchevitch, page du compte-rendu d'audience 37138, et l'officier Gagovitch, qui dans son ordre le précise également, P6534. La défense tente de nier le fait que la VRS a utilisé des armes de la JNA. Mais Mladic lui-même a déclaré pendant la guerre, et je cite, « Notre armée est une des rares armées de l'histoire à avoir lancé une guerre de libération sur la base de matériel militaire solide. » Kukaniats, qui a précédé Mladic au commandement de la 2e région militaire, a dit après la guerre: « La horde musulmane et croate ne s'est jamais emparée d'un seul avion, hélicoptère, char, blindé ou fusil, mortier ou véhicule. » Une fois que la VRS a été créée, Mladic exerçait un commandement et un contrôle fort. Comme l'a expliqué Milovanovic, le commandement est centralisé. En premier lieu, il va du haut en bas, du commandement suprême vers le bas et transversalement au niveau des commandements de corps et de l'état-major principal, et de la chaîne de commandement jusqu'aux escouades. Passe du compte-rendu d'audience 16932. Il explique plus loin comment fonctionnait l'état-major principal, comment les ordres étaient donnés et les actions des commandements de corps effectuées. Page du compte-rendu d'audience 16958. Comme l'a indiqué le général Wilson, pièce P 320, paragraphe 127. Qui parle du contrôle effectif de la VRS, des unités de la VRS. Ce rapport d'aptitude de combat de l'état-major principal explique comment les objectifs et les missions étaient clairement définis et conclut: les décisions sur l'engagement des forces de la VRS ont été adoptées lors de réunions des organes de l'état-major principal dirigés par le commandant. That is, by General Mladic. À savoir par le général Mladic. Page P338, page 8. Après la guerre, Mladic a expliqué les décisions les plus compliquées et les plus difficiles sont des décisions qu'il a prises lui-même, ou c'est son chef d'état-major qui est pris. P 1147, page 124. Au paragraphe 636 de son mémoire en clôture, la défense laisse entendre que la police militaire a peut-être mené des missions avec l'assentiment des organes du renseignement pour établir une séparation entre la police et l'armée. L'organe chargé de la sécurité était effectué par Tolimir, qui était un des hommes de confiance de Mladic. Mladic parle de lui comme étant faisant partie du noyau dur de l'état-major principal. La présence du lieutenant Tolimir sous le commandement de Mladic contrôlait le travail de la police militaire, appuyé par le commandement et le contrôle de Mladic. Et il le surveillait. Mais Mladic avait le commandement, comme l'a expliqué Skarbic, et ses différents commandants adjoints lui soumettaient ses propositions à Mladic dans sa zone de responsabilité. Et si Mladic était d'accord, c'est lui qui avait la charge de l'adoption de ces propositions. Mladic contrôlait d'une main de fer même ses subordonnés de confiance. Par exemple, il était clair aux yeux de Tolimir qu'en mai 92, Tolimir, à une occasion, avait dépassé le cadre de sa mission, ce à quoi Mladic avait rétorqué n'abuse pas de tes pouvoirs ni de tes compétences. Plus jamais. Tolimir a simplement répondu: j'entends bien, camarade général. Mladic a ajouté: je ne sais pas, je ne me soumets plus aux pressions. Et Tolimir a encore une fois rétorqué: je comprends, camarade général. P 2155.
Mladic a exercé un contrôle ferme sur le commandant de corps. Le commandant de la SRK, Dragomir Milosevic, a été décrit comme un représentant de la communauté internationale, comme quelqu'un qui se conformait aux ordres, aux directives données par le général Mladic. Milosevic était le commandant adjoint chargé des questions religieuses, juridiques, des questions de morale. Luka Dragicevic a témoigné pour dire qu'il savait que Milosevic respectait toutes les décisions de l'état-major principal et, je cite, n'a jamais donné d'ordre qui était contraire aux ordres du commandement supérieur. Milovanovic, comme l'expliquent les commandants de corps, recherchait l'approbation ou en tout cas l'accord pour les décisions du lendemain dans leur rapport de combat quotidien. Mladic était le seul capable de modifier ces décisions. Page du compte rendu de 16 1966, 967, P 3663, 3672, 445, 4450. Et le commandant de l'IBK, Simic, a expliqué qu'il avait le droit d'appeler Mladic pour lui demander son autorisation pour telle et telle décision. P 4325, page du compte rendu de 1494. Les commandants de corps transmettaient les ordres de Mladic le long d'un chaîne de commandement, comme le témoin de la défense Milovic Simic l'a reconnu. Le commandant le poste de commandement avancé Talic. Les ordres ont été donnés, moi je les ai envoyés, je les ai reçus et je les ai envoyés à l'état-major principal. Alors, lorsqu'on lui a demandé s'il était d'accord avec les décisions de Mladic, il a dit qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne pouvait quitter Vechichi avant que ceux qui y étaient avaient rendu leurs armes. Le commandant du bataillon de la 22e brigade, Slobodan, a expliqué Slobodan Jouplanin. Et je cite. Ce n'était pas à moi d'accorder mon soutien, c'était à moi de mettre en œuvre les ordres de mon commandant supérieur. Au paragraphe 644 de son mémoire en clôture, la défense avance que le témoin expert Butler a dit que le poste le plus important, ça l'avait resté, est celui de commandant de corps. Ce que Butler a véritablement écrit au paragraphe 2.0 de la pièce PIV 2200, c'est que le commandant de corps était le poste le plus important dans un corps de la VRS. Et l'homme à la tête de cela était le général Mladic. Je crois qu'il est l'heure de faire la pause. Le président, je vous remercie, Monsieur Traldi. Nous allons avoir une pause et nous reprendrons à 13h30.